Voilà, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire concernant les options originales de mécénat proposées par la Fabrique des Mobilités, la FabMob. Alors, juste un petit point avant de commencer sur le sujet qui nous intéresse sur la Fabrique des Mobilités en soi. Donc, on est une association loi 1901 qui vient donc d'être reconnue d'intérêt général en novembre dernier. Et notre cœur d'activité, c'est de regrouper une diversité d'acteurs dans le secteur de la mobilité, surtout la mobilité des personnes. Donc, on exerce sur trois métiers, ce sont les petits rectangles jaunes que vous voyez. Donc, le premier, c'est on anime, on déploie des expérimentations terrain en faveur d'une mobilité durable. Donc, on est reconnu comme tiers de confiance entre collectivités et industriels. On fait ça depuis notre création, hein, depuis une dizaine d'années. Notre deuxième axe métier, c'est l'animation de communautés. Donc, on va faire de l'information descendante sur des diverses thématiques émergentes en général. On va faire de l'information, on va faire de la facilitation de groupes de travail, on va documenter tout cela et le communiquer largement auprès de nos publics. Et puis enfin, on fait des études sur des sujets d'innovation, là aussi des thématiques émergentes. Et tout ceci se fait toujours multi-acteurs avec des acteurs différents autour de la table. C'est vraiment notre marque de fabrique. Alors, nous avons, comme je le disais, obtenu le statut d'intérêt général auprès de la DGFiP en novembre dernier. Donc ça, c'est un processus qui consiste à nous faire une demande auprès de la DGFiP, donc des impôts, hein, du fisc concrètement, en mettant en avant les raisons pour lesquelles nous considérons que nous exerçons une activité d'intérêt général. Donc, je vous ai mis un petit extrait du document qu'on appelle le rescrit fiscal qui explique ce que nous faisons et en quoi ça peut être reconnu d'intérêt général. Euh, je ne vais pas le lire ici. Je vous invite à regarder plutôt les trois dernières lignes. En fait, nos deux principales conditions, donc deux principales missions et du coup conditions d'éligibilité d'un projet au mécénat chez nous, c'est d'abord la nature ouverte et collaborative de nos projets. Donc, c'est ce que je disais sur le fait de rassembler divers acteurs au sein de la mobilité. Et puis le deuxième élément, c'est bien évidemment de contribuer à une mobilité durable, que ce soit euh, de manière écologique, sociale, sur des sujets d'inclusivité aussi, sur notamment l'inclusivité territoriale qui nous tient à cœur. Tout cela, vous pouvez le retrouver également sur notre site web, sur notre page manifeste. Vous verrez, si vous lisez le manifeste, vous retrouverez ces deux conditions clés d'éligibilité. Donc vraiment des projets multi-acteurs qui contribuent à une mobilité durable. Alors, je vais directement sur le cadre qu'on appelle le mécénat. Le mécénat, c'est quand une organisation, quelle qu'elle soit, va contribuer à un projet reconnu d'intérêt général, ce qui se fait via une structure qui a ce statut de reconnaissance d'intérêt général. Donc, la disposition du fisc, c'est 60% du coût total du projet est remboursé à la fin de l'année fiscale sous forme de réduction d'impôt. Donc, réduction d'impôt, c'est différent du crédit d'impôt. Donc, ça veut dire que c'est pas un remboursement direct d'argent que vous fait le fisc. C'est bien, si vous payez des impôts, vous avez une réduction sur ces impôts-là que vous payez. Donc, c'est 60% du coût total ou 40% si le don la contribution dépasse 2 millions d'euros. Alors, toute organisation est éligible, quel que soit son statut. Donc, ça peut être une entreprise, c'est à cela qu'on pense le plus souvent, mais ça peut aussi être une association ou une collectivité ou divers établissements publics, une EPIC par exemple. En fait, toute organisation qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Donc, par exemple, une collectivité va être assujettie à un tel impôt si elle a des activités commerciales, par exemple des remontées mécaniques, ce genre de choses. Euh, En revanche, si une association, par exemple, ne paye aucun impôt, bah, du coup, de fait, elle est pas éligible. Alors, si jamais une organisation type start-up, par exemple, n'a pas encore d'impôt cette année-là, mais compte bien en payer l'année prochaine parce que le chiffre d'affaires s'augmentera, la réduction reste applicable aux futurs impôts sur les 5 années qui suivent. Donc pour rendre, pour
inciter à faire du mécénat. Alors, chez nous, donc, la raison pour laquelle on fait ce webinaire, c'est qu'on propose des options de mécénat qui sont relativement originales. C'est-à-dire que vous allez voir, il y en a une partie que vous allez reconnaître certainement, vous avez déjà entendu, et puis il y en a une autre partie qui est un petit peu différente du fait de la nature de nos activités. Donc, je rappelle les deux piliers du dispositif mécénat. D'abord, les effets visés sont la mobilité durable et décarbonée, et puis des modalités qui sont collaboratives, ouvertes. Et puis, la FADMOB ici joue un rôle de ce qu'on appelle steward, c'est-à-dire garant de ces projets et de contributeur à ces projets grâce au mécénat. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que il y a un financement qui va à nous en tant que contributeurs et que organisateurs en fait de ce mécénat. Sinon, ce serait trop d'administratif ou trop de travail pour nous de mettre en œuvre tout cela. Alors, nos trois modèles, on va rentrer dans le détail, je vous les indique juste en introduction. Le premier, le numéro un, c'est le mécénat de compétences. Alors ça, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. On va y revenir sur des projets identifiés par la FADMOB. Donc, vous mettez à disposition des salariés sur des projets. La différence, entre guillemets, chez nous, c'est que c'est nous qui fléchons les projets de manière à garantir que ce sont bien des projets en faveur d'une mobilité durable et ouverte. Le deuxième item, c'est un peu plus original, c'est le cas où vous avez déjà des contributions existantes, soit vous y contribuez, soit vous développez un commun ou un projet open source. Si vous développez au sein de votre entreprise ou de votre organisation un outil open source, par exemple. En fait, vous avez déjà des dépenses affectées à cela. Nous proposons euh, faire passer cela sur mécénat, ce qui ferait que vous y gagnez financièrement à la fin, et nous, on vous permet également au passage d'améliorer cet outil au vu de notre expertise sur les communs et l'open source. Et le troisième item, c'est l'idée de financer un projet de mobilité durable de manière ouverte et collaborative uniquement. Donc, c'est tout autre projet qui n'est pas purement un outil open source. Donc ça, on y reviendra, mais ça peut être une étude, par exemple, mais on fait toujours des études de manière collaborative. Si vous avez envie de lancer un projet exploratoire sur un thème qui vous intéresse, en mettant autour de la table un ensemble d'acteurs de l'écosystème, bah ça peut typiquement passer sur mécénat chez nous. Alors, je vais inviter mon collègue Ghislain à prendre la suite pour vous présenter le détail de ces trois déclinaisons. Bonjour à toutes et tous. Est-ce Est-ce que je peux prendre le partage d'écran peut-être Ouais, c'est tout à fait. plus souple. Je vais faire ça. C'est parti. Hop. Donc, ravi de vous retrouver ce matin. Donc, ce qu'on va voir à travers les exemples, c'est que finalement, ces trois déclinaisons que vient d'évoquer Marguerite, c'est un petit peu trois faces d'une même pièce, puisqu'en fonction de quel côté on se situe, est-ce qu'on est contributeur, porteur, on peut quelque part, le même projet peut se retrouver ou bénéficier de l'une ou l'autre des modalités qui sont présentées ici. Euh, donc, je vais donner à la fois des exemples pour montrer d'abord qu'il y a déjà des choses qui sont possibles, qui sont disponibles à FAMOB, puisqu'on a on a un certain nombre de porteurs de projets, de communs, de projets open source qui sont déjà dans l'écosystème FAMOB, qui ont des besoins. Certains ont bien voulu répondre ces derniers jours sur quels étaient leurs besoins sur différents plans, qu'ils soient techniques, projets, communication. Et donc, ils ont autant d'actions potentielles qui peuvent faire l'objet de mécénat et autant d'opportunités. Et puis ça permet aussi d'illustrer à la fois la nature des projets et aussi éventuellement de discuter de choses qui ne sont pas forcément dans le champ applicable, puisque ce qu'a évoqué déjà Marguerite en introduction, c'est que tout projet, par sa nature, n'est pas forcément bien sûr éligible au mécénat, et c'est très important pour nous et de manière générale de faire en sorte que ce qui rentre dans le champ du mécénat soit bien validé et soit solide pour pouvoir pérenniser cette approche. Donc, le premier sujet que je vais évoquer, c'est le mécénat de compétences, ce qui donc, ressemble peut-être le plus à ce qu'on on a en tête à du mécénat de compétences habituellement, c'est-à-dire un acteur, souvent une entreprise, met à disposition des ressources, souvent des ressources humaines, euh, euh, pour
aider au développement d'un projet. Il se trouve on a une liste de communs de la mobilité qui n'est pas exhaustive, mais qui est une sélection qu'on a faite l'an passé avec l'ADEME de quelques communs particulièrement intéressants de la mobilité, déjà matures, qui ont déjà une communauté, qui sont vivants et qui permettent de faire des choses. Donc ce lien-là, vous pourrez le retrouver, ou peut-être on pourra le mettre dans le chat. Je vais présenter après quelques exemples parmi eux de leurs besoins. D'abord, en quoi consiste le mécénat de compétences? Euh, Concrètement, c'est des salariés et une entreprise hein, qui veulent contribuer à un commun et à des actions d'intérêt général. La particularité dans ce cas de figure, c'est que côté Femmes Meubles, on a déjà identifié des projets d'intérêt général et des actions au sein de ces projets de une à quelques semaines, disons, donc des choses qui sont gérables, hein, c'est découpé en morceaux pour que une entreprise puisse mettre à disposition une personne pendant un temps qui est forcément souvent relativement réduit, bien sûr, pour que ce soit gérable et avec quelque chose de concret à la sortie. Donc c'est un modèle relativement classique. À qui ça s'adresse alors il y a beaucoup d'entreprises qui ont des modèles avec des consultants qui peuvent avoir des intermissions, donc ça fait des bureaux d'études techniques, des cabinets de conseil en général. Et du coup, parfois, il y a des périodes soit à l'embauche, de monter en compétence d'un consultant, ou ça peut être entre deux missions. Il y a un intérêt pour passer une, deux, 3 semaines sur un sujet qui va être à la fois formateur, valorisant, qui va pouvoir aussi servir de référence. Ça peut être aussi des salariés à fidéliser au sein d'une entreprise, parfois avant d'envisager une évolution professionnelle ou un changement de poste, ce genre de choses. Et ça peut être une forme de temps sabbatique, pareil, de quelques semaines, ça se pratique en fonction de... Voilà, c'est souvent quelque chose de personnalisé. Et puis, on pourra l'évoquer avec ceux que ça intéresse, mais ça peut s'adresser à des consultants indépendants, c'est-à-dire des gens qui sont freelance ou à leur compte, qui sont experts dans leur domaine, qui ne sont pas forcément salariés, mais qui peuvent en tout cas bénéficier à peu près dans les mêmes conditions du dispositif. C'est quelque chose qui est possible et que nous, on aimerait encourager parce qu'on pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de contributions à des projets open source et de commun qui sont portés justement par des gens qui sont indépendants, en fait, qui ne sont pas forcément toujours salariés d'une entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on est euh, vraiment intéressé pour développer, pour permettre aussi à ces contributeurs de mieux soutenir leur contribution. Donc voilà, les atouts, hein, c'est que quelque part les choses sont déjà un peu prêtes à l'emploi. Nous, côté Fabrique des Mobilités, c'est un prolongement du travail qu'on fait depuis des années, mais que du coup là on rend plus concret dans le soutien à tout un tas de projets qui ne sont pas forcément les nôtres en propre, hein, c'est des projets qui ont leur propre communauté, leur propre porteur, mais qu'on soutient parce qu'ils sont alignés avec les objectifs de la FAMUB, donc encore une fois des objectifs de mobilité durable, décarbonée, donc avec un impact clair, qui sont bien sûr ouverts. Et sur lesquels on a pris identifié du coup des actions, et je vais donner quelques exemples. Soit ça peut être de l'expertise métier mobilité, ça peut être des compétences en développement logiciel qui sont nécessaires, ça peut être en marketing, communication, etc. Il n'y a pas forcément de limite. Ce qui va être important à chaque fois, on va le voir, c'est qu'il faut que ce soit des actions dont la réalisation n'est pas au bénéfice direct et exclusif de celui qui la réalise. Donc, c'est souvent le cas dans un projet ouvert. Il pourrait y avoir certains types d'actions qui ne cochent pas cette case-là. Donc, il faut que, par exemple, s'il y a un développement logiciel, il faut que ce développement logiciel bénéficie à l'outil en général et à l'ensemble des réalisateurs de l'outil, et pas que ce soit quelque chose d'extrêmement spécifique à celui qui réalise ce développement. Donc voilà, il y aura toujours des conditions. C'est quelque chose qui est du coup activable rapidement, puisque c'est des choses qu'on a déjà pré-mâchées avec des partenaires, avec des porteurs de projets. C'est des choses qui en général ont des résultats du coup ouverts, visibles, ce qui un atout additionnel en termes de mécénat, puisque dans ce type de mécénat de compétences, souvent il y a aussi un enjeu pour l'entreprise que ce temps passé par le salarié, par exemple, sur voilà, une mission en mécénat, puisse être valorisé de différentes façons, en interne et surtout en externe, et que ça puisse servir de référence. Et l'intérêt d'avoir des choses qui sont ouvertes et visibles, bah, c'est que du coup c'est plus facile aussi à valoriser. Voilà. Donc dans la pratique, en termes de modalité, en fait, le modèle qu'on propose, c'est que l'entreprise donc, valorise la valeur de son mécénat, donc le coût RH, hein, le coût des personnes qui sont affectées pour une ou plusieurs semaines au projet ou quelques jours. Euh, on, on demande à l'entreprise de faire aussi un don en numéraire, donc un don en argent de 20% de cette valeur-là, qui nous permet, nous, à la fois d'encadrer le projet, de couvrir l'infrastructure, quelque part aussi d'avoir des contributions additionnelles sur ce projet, donc d'avoir aussi un effet d'entraînement,
Et ce que ça donne au global pour l'entreprise, c'est qu'avec les 60% de mécénat, sur l'ensemble de ce qui est évoqué au-dessus, en fait, ça revient à récupérer 52% de la valeur du coût RH du mécénat de compétences. Donc, si s'il y a 100 de mécénat de compétences, à la fin, il y a 52 qui sont récupérés en réduction d'impôt par l'entreprise ou par le consultant indépendant. Et donc, ça veut dire que le coût est de 48 et pas de 100. Voilà. Donc, l'idée, c'est que d'avoir un effet d'entraînement entre des choses qui sont intéressantes pour l'entreprise financièrement, clairement, plus de 50% est récupéré, d'avoir des choses qui vont être visibles, qui vont servir de référence aussi pour l'entreprise, pour l'employé, le contributeur, et des choses et d'avoir un montage qui permet aussi à la femme d'être impliquée dedans, dans le projet, dans le suivi des résultats, dans l'animation de tout ça, et d'avoir vraiment vraiment une dynamique qui va être gagnante pour tout le monde en fait. Voilà sur le mécénat de compétences. Alors, on a beaucoup d'exemples qui relèvent à la fois du mécénat de compétences, mais qui en fait peuvent aussi cocher d'autres cases. C'est des exemples où les porteurs de projets nous ont fourni, et souvent on a fait même des verbatims de ce qu'ils nous ont proposé comme première liste de besoins identifiés. Comme il y a 6 ou 7 exemples, c'est pour vous montrer déjà qu'il y a une diversité de projets et de possibilités, qu'il y a une diversité d'actions envisageables. Et bien sûr, après, on aura l'occasion de publier quelque chose en la matière, en plus de la présentation plus détaillée dans un second temps, et qui permettra d'avoir une forme de catalogue finalement de communs et d'actions réalisables. Et là, c'est déjà une première ébauche. Et peut-être que certains, d'ailleurs, sont aussi présents ce matin et voudront compléter la présentation succincte que je vais faire des différents sujets. Donc équilibré, c'est un commun pour le coup, sur lequel qu'on suit depuis assez longtemps et qu'on soutient comme on le peut, qui a été soutenu aussi dans l'appel à commun de l'ADEME l'année passée, qui est un outil de modélisation dont le contributeur initial est EGIS, donc bureau d'études techniques, et cet outil a pour particularité d'être réutilisé par d'autres, y compris parfois par des concurrents d'EGIS, et en tout cas euh, et qui donc a vraiment finalement un début de communauté de réutilisateurs. Aujourd'hui, Aegis jusqu'ici a été le principal contributeur avec un partenaire australien dont ils sont proches, mais l'outil est entièrement ouvert est utilisé et même maintenant réutilisé. Et il y a des besoins qui sont à la fois des besoins en développement sur l'outil qui peuvent requérir soit des compétences, j'allais dire, pointues en modélisation, mais des choses qui peuvent être des besoins plus génériques d'un point de vue technique, donc qui peuvent être liés à des compétences en génie logiciel ou pour faire de la documentation technique par exemple, documenter des exemples. On n'est pas forcément toujours au niveau de technicité expertise, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut permettre par exemple à des gens de monter en compétence sur un outil de modélisation comme Equilibre sans être encore eux-mêmes experts, puisqu'il s'agit éventuellement de documenter des choses déjà existantes. Automatisation de tests, on est plutôt sur du génie un peu logiciel en un sens. Il faut bien sûr combiner les compétences. Et puis aussi les besoins projets qui sont évoqués, et c'est souvent le cas. En fait, c'est le cas sur tous les projets qu'on va présenter. Peut y avoir des sujets juridiques, il peut y avoir des sujets sur des opportunités de financement. Et donc là, ça peut être aussi intéressant de réfléchir à des logiques partenariales où finalement quelqu'un va euh, contribuer sur la recherche de financement. Et après, il y a plusieurs acteurs qui vont peut-être pouvoir répondre ensemble et aller chercher des choses. Voilà. Et après, des choses en termes de communication plus habituelles. Ça peut être créer des supports divers et variés. Ça peut être aussi apporter du soutien à des collectivités et bureaux d'études, justement, qui sont des réutilisateurs potentiels ou même actifs, et sur lesquels c'est pas forcément pertinent pour Aegis d'être l'acteur qui joue ce rôle-là au sein de la communauté. Parce que voilà, c'est un bureau d'études, et donc on peut avoir d'autres contributeurs pour qui ce soit plus pertinent de jouer ce rôle. Alors ça pourrait être aussi la fameuse à chaque fois, on a mis le lien que vous pourrez donc retrouver. Je ne sais pas si on a partagé le support de présentation, mais de toute façon, il vous sera partagé à l'issue de ce webinaire. Et donc, à chaque fois, vous retrouvez tous ces communs sont déjà documentés sur le wiki de la FAMOB, au moins de manière succincte, avec les informations de base et les liens plus détaillés pour retrouver voilà, plus d'informations sur le projet. Un projet assez différent dont vous avez certainement entendu parler. On a aussi eu l'occasion d'organiser un webinaire sur le sujet durant l'automne. Panoramax, donc ça c'est un sujet beaucoup plus grand public, et beaucoup d'entre vous en êtes même utilisateurs, hein, puisque c'est cette alternative à OpenStreetView, ne sont pas Open, mais à Google Street View, qui est justement Open pour Panoramax, qui est porté par l'IGN, la communauté OpenStreetMap, utilisé par beaucoup de collectivités, et donc qui est, voilà, qui a un commun avec à la fois beaucoup
contributeurs et beaucoup de réutilisateurs. Il y a des besoins produits hein, sur des sujets de développement. Donc ça peut être encore une fois voilà, des sujets de développement logiciel, du X. Mais il y a aussi des sujets un peu plus prospectifs recherche, avec des sujets de détection d'objets par IA, par exemple. Alors des choses qui peuvent être relativement basiques, détection de panneaux, des choses plus éventuellement évoluées qui peuvent être envisagées. Et l'idée, c'est qu'il peut y avoir vraiment une diversité d'actions et quelque part de niveau de compétences requis pour être contributeur. Il y a aussi des sujets de communication, voilà, graphisme, créer des supports qui viennent promouvoir ou des supports de formation, par exemple, des tutos vidéo. Et puis, il peut y avoir des sujets, projets là encore, qui sont peut-être aussi à approfondir. Mais par exemple, pour un projet comme Panorama, la question de quel est l'impact d'un tel outil, qui les réutilise, pourquoi faire, quel est le développement de l'outil, il y a plein de choses à apporter. Et je pense à des gens qui ont des compétences de type voilà, qu'on trouve dans les cabinets de conseil, qui combinent à la fois modèle économique, marketing, capacité à construire des indicateurs. Voilà, c'est vraiment des compétences qui peuvent être mises à profit sur un projet comme celui-ci. Je ne sais pas s'il y a des questions en cours de route, n'hésitez pas. Ça permettra de m'interrompre pour pas que je parle tout le temps. Mais donc Panorama, c'est un sujet assez différent du précédent dans sa logique. Projet Starling. Donc là, on est sur quelque chose qui est dans la grande catégorie d'outils qui sont des outils au service justement de bureaux d'études ou au service de sujets de modélisation ou utilisés par des chargés d'études. Donc il y a des sujets sur les usages, par exemple voilà, documenter des démos d'application. Il y a des besoins de développement aussi, voilà, sur des tests, sur le code globalement d'amélioration. Et ça peut être bien sûr des choses qui sont travaillées spécifiquement ensemble en fonction de quel type de contribution pour être mise en œuvre. Et Cassim fait aussi partie de toute cette galaxie finalement d'outils ouverts qui mettent à disposition des algorithmes. Alors dans le cas des Cassim, on est notamment sur la modélisation multi-agent, utiliser parfois voilà, des populations synthétiques. Donc, c'est des outils aussi qui vulgarisent souvent des travaux, enfin vulgarisent, en tout cas qui rendent accessibles des travaux antérieurs qui sont parfois de grande ampleur et donc qui aussi ont quelque part une puissance et un potentiel assez important et sur lequel il y a toujours voilà, besoin d'ajouter des choses. Donc, il y a des besoins en matière de données ou d'analyse de données en l'occurrence, et en vue quelque part voilà, d'améliorer l'outil, d'améliorer les algorithmes. Euh, et il y a cette idée que un outil, notamment, enfin quand il est ouvert, mais comme n'importe quel outil, sa valeur tient au fait aussi d'évoluer constamment. Et donc il peut y avoir un contributeur initial qui a fait ce travail-là, mais en fait, il y a souvent besoin de contributeurs additionnels ou de contributions additionnelles pour que l'outil y vive, il reste à l'état de l'art et qui répondent aux besoins de la communauté des réutilisateurs. Et enfin, un outil un petit peu différent que beaucoup d'entre vous probablement connaissez aussi, Diagnostic Mobilité, c'est un outil qui finalement exploite énormément de sources de données ouvertes et présente ces données à l'échelle d'un territoire, de multiples échelles, hein, ça peut être l'échelle de la commune, l'échelle d'une région, et construit des indicateurs pour évaluer différents aspects de la mobilité, du réseau de transport, de la population. Donc c'est un outil qui est réalisé par Maël Bordas et ouvert depuis l'origine et qui est conséquent, qui est très beau, très performant visuellement, même très accessible, que vous pouvez tous tester aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait. Euh, et cet outil-là, il illustre une problématique aussi classique sur des communs, c'est un ou plusieurs contributeurs réalisent un outil, le rendent disponible, il y a un début de communauté de réalisateurs, il y a vraiment des gens à qui ça bénéficie. À un moment donné, se pose la question à la fois du modèle économique, mais c'est quoi le modèle de ce commun? Justement, pour que la contribution elle puisse continuer, c'est-à-dire que pour l'outil continuer à vivre, à évoluer, la question c'est comment porter cette contribution. Donc il y a des nouvelles questions qui se posent et Diagnostic Mobilité se les pose, mais d'autres communs que j'ai cités et d'autres qu'on peut accompagner par ailleurs se posent souvent cette question. Mais comment on pérennise ça? Est-ce qu'il faut qu'on reste ouvert? Est-ce qu'il faut qu'on reste ouvert en partie? Qui sont les contributeurs à ça? Est-ce qu'il y a des modèles de financement? Et donc, typiquement dans les besoins là, qu'on évoqués par Maël, hein, il y a
il y a preneur éventuellement de contributions sur l'INET, sur le modèle économique, se réfléchir à voilà, les différents acteurs, quel est leur rôle, et est-ce qu'il y a des financements, comment ça fonctionne tout ça pour que l'outil qui existe déjà continue à plus long terme et continue de rendre service de plus en plus. Et donc, et qui dit potentiellement voilà, des évolutions dans le modèle, dit aussi des questions de gouvernance associées. Parce que quand c'est le projet d'une personne au début, quelque part la gouvernance est relativement simple, c'est la gouvernance de la personne avec elle-même qui produit quelque chose d'ouvert, mais dès qu'il y a des réutilisateurs, voire des acteurs qui peut-être voudraient contribuer d'une façon ou d'une autre, que ce soit financière ou en nature, et ben ça veut dire que là, il y a plein de questions de relations qui se posent de l'aspect gouvernance. Et puis en bout de chaîne, ça a des conséquences sur des sujets comme les licences, des sujets contractuels. Et ce que nous a pointé Maël, c'est que beaucoup, vu l'état actuel de l'outil, les besoins techniques ils viennent dans un second temps parce que ils procèdent plutôt de la réflexion sur comment doit évoluer l'outil en termes de modèle, de fonctionnalité, de portage. Et quelque part, il faut d'abord, à ses yeux, en tout cas, se poser ces questions-là et avancer dessus avant d'envisager des contributions techniques qui aujourd'hui, dont enfin, qu'il réalise lui. Voilà. Voilà un petit panorama, et j'avais oublié, pardon, l'ordre a été, je me suis tombé sur l'ordre. Un projet assez différent parce on est sur un projet qui a une dimension de service assez importante. C'est le projet Colocoto, qui est un projet enfin, un service hein, d'autopartage entre particuliers qu'on a aussi le plaisir d'accompagner depuis quelques temps déjà, et on aimerait bien du coup le soutenir davantage, et donc justement en amenant des contributions. Et il y a déjà quelques sujets techniques qui ont été identifiés, et je pense que la liste pourra certainement être étendue s'il y a des personnes intéressées par ce sujet, des sujets autour du processus d'onboarding. Donc là, on est vraiment sur, c'est à la fois voilà, du design et du développement potentiellement, et puis des sujets de documentation, donc soit sur le volet technique, soit sur le côté usage, et donc à destination aussi des utilisateurs. Et donc ça illustre aussi que on peut avoir différents types de contributions et donc de contributeurs sur un projet comme celui-ci euh, qui peuvent être sollicités. Voilà un petit peu pour la galerie Merci d'exemples. Il Lucien. y a peut-être déjà J'ai juste, des choses. ouais, Vas-y, je vais juste, des questions. ouais, pardon. Je vais juste préciser que là, du coup, c'était une série d'exemples qui sont des projets numériques open source. Donc, si vous n'êtes pas dans le numérique et que vous êtes, pour vous, c'est du chinois et que vous êtes un peu perdu, il n'y a pas que ça comme option qui est possible via ce qu'on disait dans le mécénat. Donc là, c'est vraiment le cas de ce qu'on appelle des communs, c'est-à-dire des ressources qui sont ouvertes pour que tout le monde puisse y contribuer et tout le monde puisse l'utiliser. C'est quelque chose qu'on fait souvent à la FabMob. Donc, on a demandé en amont à ces porteurs de communs-là de nous donner leurs besoins pour pouvoir rediriger du mécénat de compétences vers eux. Mais il y a aussi des options complètement non numériques. Absolument, tout à fait. Et quelque part, les options non numériques, elles vont être soit couvertes aussi par les autres cas que je vais présenter, enfin, ou les autres manières de contribuer. Et puis, et c'est peut-être aussi des sujets parfois qu'on comprend mieux, qu'on maîtrise mieux. Et en tout cas, c'est clairement possible. Et dans le cas même de Colocoto, alors il y a des sujets numériques qui ont été évoqués, mais on est par exemple sur un service qui est dans le monde physique. Et donc, il y a aussi clairement des modes de contribution qui n'ont pas forcément à voir avec l'aspect numérique des choses. Euh, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, mais voilà, n'hésitez pas. Il y aura un temps de toute façon dédié à la fin, justement pour soit réagir à des exemples, poser des questions, et éventuellement même à apporter des témoignages complémentaires des uns et des autres. Ouais, Le, n'hésitez pas à dire aussi si vous êtes perdu, si vous avez rien compris. Voilà, Bien c'est sûr. vraiment ouvert. Le, ce premier mode de contribution qui est souvent bien compris par même, voilà, beaucoup d'entreprises qui parfois voilà, souvent le pratiquent déjà, que ce soit c'est aussi bien des grands groupes que des bureaux d'études de toute taille. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez courant, mais qui ne concerne pas forcément tous les contributeurs ou tous les types de contributions. Et ce qui nous semble nous important à la Fabrique des mobilités là-dessus, c'est que il y a tout un tas de projets, et plusieurs que j'ai cités, même là, où vous faites le contributeur a déjà une entreprise. Et donc la question qui se pose, c'est comment aujourd'hui,
ce qui a été fait, parfois par conviction ou parfois parce que l'outil, il y avait du sens à ce qu'il soit ouvert et il y avait une réflexion même de l'entreprise jusqu'à un certain point pour se dire, effectivement, cet outil, ça a du sens qu'il soit ouvert, parfois parce que c'est pour ouvrir des algorithmes, pour montrer ce qui est fait, pour pas que ce soit une boîte noire, parfois c'est pour mieux associer des partenaires dans l'écosystème. Mais euh, la question financière, elle revient souvent. Comment je valorise mon temps qui est un temps de R&D, on va dire, dans un outil. Euh, et ça peut être aussi sur la contribution de données. Et comment je valorise ça? Parce que en fait, c'est la question, je me la pose au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans, parce que c'est ce qui fait que je vais pouvoir continuer ou pas dans ce mode-là. Et ta question, Bertrand, d'ailleurs, sur les paliers, limite, montant, budget du projet, dispositif, je peux y répondre maintenant parce qu'elle est a priori pas très compliquée. Il n'y a pas de limite haute, que je sache. Encore une fois, la limite, c'est plutôt est-ce qu'on est bien sur des choses éligibles. Donc, on peut imaginer que sur un projet qui serait de taille importante, il faudrait, enfin, il faut être vigilant sur quelles sont les parties du projet qui cochent bien les cases du mécénat. Est-ce qu'il y en a qui éventuellement ne les cochent pas pour X ou Y raison? Et par exemple, si je prends un exemple bateau, euh, si Aegis suréquilibrait, donc voilà, les contributions elles sont ouvertes, mais si par exemple Aegis veut faire un tutoriel à destination de ses équipes internes pour présenter le projet, je sais pas, et présenter l'utilisation du projet, mais que c'est vraiment plutôt à usage interne, parce que par la nature du support, bah, ça, cette contribution-là, a priori, elle relève pas du mécénat parce que c'est plutôt quelque chose qui est à usage interne de l'entreprise. Euh, Alors qu'un support de formation qui est disponible pour tout le monde et qui est même conçu pour être exploité par tout le monde, dans le cadre du mécénat. Donc voilà, il n'y a pas de palier réglementaire ou autre. Est-ce qu'il y a une limite basse? Pas forcément en théorie. Il n'y a pas de vraie limite basse. En tout cas, côté faisabilité, là, dans un premier temps, enfin, là, on est ouvert à toute la discussion sur quelle que soit la taille du projet. On est aussi dans une phase d'apprentissage. Il y a une limite, en effet, il n'y a pas de limite officielle et pas de limite réglementaire. Il y a la limite de ce que l'organisation est prête à mettre en fait financièrement, à la fois en fonds propres et à la fois à la FAMOB et à la fois au projet en fait. Sûr. Oui, bien sûr. Donc ça, voilà, on a eu le cas sur un cas qu'on est en train de travailler avec une entreprise autour de nous qui nous a donné une fourchette de montant qu'elle était prête à mettre sur ses fonds propres pour développer son outil. Mm. C'est clairement plutôt du coup les contributeurs effectivement qui déterminent la limite et l'étendue d'un projet. Et après, il y a l'idée aussi d'essayer de se mettre à plusieurs dans un second temps. Euh, et donc justement, quand on est sur des projets qui sont quelque part existants, et il y a un porteur qui est plutôt souvent une entreprise ou qui peut être un individu hein, à son compte, hein. Je pense à Maël dans l'exemple que j'ai pris précédemment sur diagnostic mobilité, ça c'est un peu la même logique. Comment faire en sorte que quelque part ces contributions existantes et qui ont vocation à se poursuivre, elles puissent bénéficier du mécénat. Et là, je pense qu'on est sur quelque chose euh, qui est nouveau dans l'approche. Fondamentalement, c'est le même mécanisme de mécénat dont on parle, mais nous, la manière dont on l'amène, c'est de se dire, euh, nous, notre rôle, la fabrique de mobilité qui permet de flécher des contributions sous forme de mécénat, c'est de se dire que nous, on joue un rôle de soit de contributeur, soit de steward, c'est-à-dire de jardinier ou d'entretien et de valorisation du commun, et que quelque part, les contributions de l'entreprise, que ce soit des contributions techniques ou d'autres types de contributions, elles vont passer par la FAMOB pour dire finalement c'est quelque chose que la FAMOB apporte au commun grâce à l'entreprise ou grâce au partenaire sous forme de mécénat. Et donc ça permet de se dire que finalement à peu près 50% des coûts engagés, encore une fois éligibles, euh, eh bien, bénéficieront de la réduction d'impôt une fois que, dans le cadre justement d'un dossier d'évaluation qu'on va monter, de dire bah, on va regarder le projet spécifiquement. Est-ce qu'il est bien voilà, d'intérêt général? Pour quelles raisons? Est-ce que ça coche bien, nous, ce qu'on a quelque part expliqué à la DGFIP? Est-ce qu'on est bien dans ce cadre-là? Est-ce que les actions, elles sont bien éligibles aussi? Ou est-ce qu'il faut éventuellement faire un tri? Donc nous, on va quelque part monter nous un dossier avec vous et faire en sorte que, bah, d'une part, vos contributions du coup deviennent éligibles au mécénat. Et puis, ce que ça va souvent permettre de faire, c'est que du coup, nous, on va s'impliquer dans le projet. Déjà, à travers ça, on va rentrer dans le projet, le comprendre. On va aussi peut-être parfois chercher d'autres contributeurs ou d'autres utilisateurs. Donc il y a l'idée d'avoir un effet aussi boule de neige là-dedans, c'est qu'au départ, ça peut partir un peu une logique un peu financière de dire bah, j'ai déjà une contribution, est-ce que je peux un peu comme le CIR, est-ce que je peux en réduire le coût net
pour mon entreprise ou pour mon activité. Mais en amenant la FAMOB là-dedans, bah, ça nous permet aussi de éventuellement mobiliser le réseau et d'apporter plus de visibilité au commun euh, auprès de réutilisateurs ou voir pourquoi pas amener d'autres contributeurs, puisque un projet qui serait amené là par l'un d'entre vous peut très bien du coup faire partie un peu du catalogue de bah, en fait il y aurait des contributions qui seraient souhaitables par d'autres, et ça peut même être un objectif pour l'entreprise parce qu'au-delà de l'aspect purement financier, il y a aussi un aspect comment justifier que je suis le seul contributeur à un outil ouvert, pourquoi pas juste avoir gardé l'outil pour moi en interne si je suis le seul contributeur. Et parfois la difficulté ça peut être de se dire oui mais d'autres contributeurs potentiels peuvent être freinés pour tout un tas de raisons. L'une des raisons, ça peut être est-ce que je suis prêt à contribuer à quelque chose qui a été créé par un concurrent, par exemple. Donc, je sais pas, c'est pas très clair. Et là, le fait que la FAMOB s'implique dans le projet sur sa dimension commune, ça peut permettre de traiter ce genre de sujet beaucoup plus facilement, on espère, et on espère pouvoir mettre ça en œuvre aussi. On a sur le projet sur lequel on discute et on travaille actuellement, rentrer dans cette logique-là. Et aussi, voilà, à travers ça, permet aussi d'apporter une nouvelle, enfin, non pas une crédibilité, parce que le fond, le projet, il a déjà sa crédibilité, mais un positionnement en tant qu'outil ouvert. C'est ce que font des fondations plus spécialisées, hein, dans des fondations open source, par exemple. Elles apportent tout un tas de choses, mais elles apportent une forme de garantie que justement le projet hébergé dans cette fondation open source répond à certains critères, notamment là d'intérêt général. Et nous, quelque part, c'est ce qu'on peut aussi apporter dans la relation avec des acteurs publics, avec d'autres acteurs d'écosystème, y compris des concurrents, apporter un certain nombre de garanties finalement, de par le, de par le système qui est mis en place autour du projet. Et c'est ça qu'on cherche aussi à faire. Je suis dans le chat. Oui, il y a une question sur la priorisation sur différents projets si le mécène n'a pas d'objectif Ah, précis, c'est-à-dire si c'est pas fléché sur un projet. Est-ce que la logique FabMap, c'est plutôt saupoudrer de nombreux projets ou faire émerger plus vite un projet plutôt qu'un autre? Là, si je comprends bien, Pierre, vous vous placez dans le cas qu'on n'a en fait pas évoqué d'un mécène qui a du financement à donner, donc qui cherche voilà, attribuer un quelque financement chose. qu'il aurait réservé au mécénat. C'est volontairement une option qu'on n'a pas évoquée parce que, alors c'est une option, c'est vrai, classique, mais en fait, nous, on Tout le part monde la du connaît. projet, voilà, on parle du principe que ça va être plutôt, enfin, c'est super si ça arrive, mais c'est quand même un cas plutôt rare. Donc en fait, on est parti plutôt sur l'idée de se dire que c'est fléché au contraire sur un projet open source, soit en termes de mécénat de compétences, en termes mission par exemple, soit un projet que vous développez déjà. Mais en effet, cette option que vous semblez avoir en tête est possible aussi, hein. Euh, Et cette option, voilà, on verra, elle est tellement classique et bien comprise que on prend un peu moins de temps pour l'introduire, mais par exemple, on commence déjà à la proposer à nos adhérents existants et à nos futurs adhérents comme étant bien sûr une option de soutien des fonds propres de la FAMOB et qui nous permet de manière générale de soutenir nos activités. C'est souvent aussi nécessaire parce que c'est vrai que sur tout un tas de projets, on a besoin de cofinancement, même quand on a des financements publics ou autres. Souvent, il y a toujours une partie à cofinancer, donc ça a son importance. On a moins fait le focus dessus, mais c'est bien sûr possible. Je vois aussi une question de Vincent Leblond sur la question du crédit impôt recherche, qui est aussi une question récurrente, qui est du coup une excellente question. On a déjà commencé à le travailler avec plusieurs porteurs de projets. Dans quelle mesure ça peut se cumuler? En fait, la manière dont ça fonctionne le mécénat, c'est qu'on parle ce qui est mis euh, sur le certificat que nous on doit produire, c'est en fait le coût net évalué par l'entreprise. Donc, si je reprends l'exemple d'une entreprise qui dépense 100 sur un projet, un outil par exemple qui est mis en open source, si le coût est de 100 et que par exemple il y a 20 de CIR dessus, et ben du coup le coût net pour l'entreprise c'est 80. Donc le mécénat il portera sur les 80 restants. On peut aussi avoir la particularité même d'avoir, par exemple, vous avez obtenu de l'argent de l'ADEME dans le cadre de l'appel à commun, ça peut être un exemple. Et donc peut-être que l'ADEME a donné 30 et que vous avez aussi appliqué le CR, vous avez récupéré 20, donc il reste que 50 sur le coût de 100. Et du coup, ça s'appliquera sur les 50 restants. Donc pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, on a même des exemples déjà un peu chiffrés qu'on a fait sur des cas réels. Enfin, on peut partager des chiffres pour montrer la mécanique. L'idée, c'est que on applique le mécénat sur le coût net du projet
pour l'employeur, parce que c'est le coût qui reste à charge si on a bénéficié de différentes aides, le CIR ou d'autres. Voilà, par contre, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. C'est-à-dire que c'est Donc pas parce voilà. que vous êtes éligible au CIR d'une part et au mécénat de l'autre que vous ne pouvez pas faire les deux. C'est particulièrement vrai, effectivement, sur le deuxième volet qu'on présente là, parce qu'on est souvent sur des choses qui aujourd'hui bénéficient déjà d'un financement CIR. Et donc, on est dans l'optique de cumuler les deux. Absolument. Et enfin, peut-être pour terminer, puis ouvrir le temps de questions et d'échanges, on a effectivement beaucoup parlé, en tout cas à titre d'exemple, d'outils numériques ou non. Ça pourrait être aussi des sujets d'open data, de données ouvertes, mais euh, on a aussi toute une catégorie de projets qui, par leur nature, nous semblent être des actions, quand elles sont portées par la FAMMOB, qui peuvent être éligibles au mécénat. Et donc, c'est des projets qui vont être, bien sûr, toujours sur une finalité de mobilité durable, évidemment, qui vont être collaboratifs et ouvertes dans leur modalité de réalisation. Alors, je crois que j'ai mis quelques exemples après, mais d'abord sur comment ça fonctionne. C'est une ou plusieurs entreprises ou autres acteurs éligibles, hein, c'est un raccourci de parler d'entreprise là. Ça peut être sur défricher un sujet émergent. Et la manière de le faire, c'est pas juste une étude de marché ou quelque chose qui est un peu interne, mais on est vraiment dans quelque chose qui a vocation à être réalisé de manière collective et où tout le monde peut contribuer. Nous, on le fait souvent. Parfois, vous nous connaissez surtout aussi pour ça, la Fabrique des mobilités. On l'a fait sur plein de sujets numériques, sur des sujets comme la marche. Enfin, on l'a fait sur des thèmes assez variés au cours des 1 ou 2 dernières années. Et donc, on réunit souvent plein d'acteurs. On a fois des ateliers, des îles de travail en ligne. On produit des choses ensemble. Et quelque part, tout le monde est le bienvenu pour contribuer et aussi, bien sûr, pour bénéficier des résultats. Donc, c'est des projets qui, quelque part, associent tout le monde. Et donc, c'est pas au bénéfice exclusif d'un acteur, quand bien même il le financerait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs qui sont intéressés pour y contribuer financièrement. Pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a un enjeu pour eux, justement, de comprendre un nouveau marché, de comprendre un nouveau concept, une nouvelle approche, de pouvoir travailler avec des partenaires, avec des clients potentiels, des partenaires potentiels divers et variés. Ça peut aussi déboucher sur des projets qui vont chercher des financements. Donc, et on a déjà la pratique à la Fabrique de mobilité d'avoir monté des choses qui sont un peu des explorations où il y a parfois un seul financeur, parfois 2 ou 3 financeurs qui justement se répartissent les coûts. Donc quand on est dans ce type d'approche, voilà, une étude exploratoire qui peut comporter aussi des expérimentations. On a fait des choses là pendant les JO avec des données de mobilité mises à disposition par un acteur mouvance. On a fait développer un outil qui est disponible pour tout le monde. Bah, oui, ça, c'est vraiment le type de projet et d'action qui peut être financé. Évidemment, nous, pour porter ça et le faire avec tout un tas de personnes, bah, on a besoin de financement. Et là, on peut donc mobiliser bah, voilà, nos atouts. On a de l'expertise en la matière, du savoir-faire. Et ça peut permettre là, du coup, aux contributions financières, bah, du coup, de relever du mécénat. Et donc, du coup, bah, voilà, si on a un projet où il y a 3 contributeurs qui mettent chacun 30, 3 fois 30, 90, bah, pour chaque contributeur, ça va faire, le coût réel, ça va pas être 30, ça va être 30 fois 60 30 fois 40% restant, donc ça va coûter ça va plutôt coûter dans les 12 000 euros. Euh, donc, c'est sûr que ça peut faciliter la contribution et du coup, l'effet vertueux, encore une fois, il n'est pas uniquement financier, c'est que par contre, pour que ce soit éligible au mécénat, effectivement, il faut qu'on soit sur quelque chose qui est très collaboratif et ouvert pour que ce soit justifié d'avoir ce type d'approche, hein. Et donc, du coup, ça nous entraîne à faire des projets qui sont vraiment de cette nature-là. Nous, c'est la mission de la Fabrique de mobilité. Et ça peut inciter tout le monde à le faire de cette façon-là. Il est possible de le faire autrement, bien sûr. Auquel cas, ce ne sera pas du mécénat. Mais ça peut avoir cet effet vertueux d'entraîner tout le monde, via cet argument financier aussi, hein, à être dans quelque chose d'ouvert et de collaboratif. Et ça le rend possible, finalement, grâce à la carotte financière. Euh, voilà, et donc j'ai quelques exemples, hein. C'est des exemples prospectifs au sens où c'est pas des projets qui sont lancés, hein. C'est des choses qu'on aimerait travailler, en tout cas, qui sont
si quelqu'un est intéressé par ça, nous on est partant. C'est évidemment absolument pas exhaustif dans le sens, il y a plein d'autres très beaux sujets qui peuvent être envisagés, mais c'est simplement pour donner quelques exemples un peu variés par leur nature et par leur thème. Alors j'ai repris les trois grands thèmes de la fabrique des mobilités, le thème numérique, le thème des véhicules légers, que j'ai joint les mobilités actives, et puis le thème de la démobilité, de la sobriété, et tout ce qui est territorial, qu'évoquait aussi Marguerite en introduction. Voilà, donc quelques exemples, des choses qu'on pourrait monter, qu'on pourrait lancer si ça intéresse des gens parmi vous, avec ou sans financement, enfin, en tout cas, comme contributeur financier ou pas, mais tu as des marques d'intérêt, et puis après, il faut trouver les financements. Sur le numérique, il y a des choses qu'on a déjà commencé, des choses autour des données personnelles pour la connaissance des mobilités. J'évoquais ce on a fait cet été et qu'on va poursuivre là sur le premier semestre, mais pour avoir des nouvelles actions, il faut aussi des contributions financières. Euh, un exemple type, et pour le coup, on a déjà fait sous d'autres formes, hein, c'est contribuer à un standard, animer un groupe de travail autour d'un standard avec plusieurs contributeurs. Et d'ailleurs, on peut aussi envisager un modèle où certains contributeurs particulièrement importants dans un groupe de travail sur un standardisation. Moi, j'ai vécu, je pense, quand on avait travaillé sur le sujet covoiturage, par exemple, où les opérateurs, notamment et les contributeurs actifs, passaient vraiment du temps chaque semaine, passaient plus d'une demi-journée par semaine pendant 3 mois avec des compétences très pointues, et qu'à un moment donné, c'est un niveau de contribution important. Et donc, il y a à la fois le travail, nous, d'animation de ça, qui est aussi un travail, mais il y a aussi certains travail des contributeurs eux-mêmes qui pourraient être, à mon sens, valorisés quand on est sur quelque chose qui, par nature, pour un standard, est ouvert. Euh, ouais, et puis voilà, des idées plus prospectives, hein, des nouveaux sujets qui pourraient être lancés, des sujets autour de l'IA en termes de cas d'usage, de modèles, de gouvernance, voilà, se poser plein de questions. Je pense que beaucoup de gens se posent des questions sur ces sujets-là. On pourrait aussi avoir des sujets autour de l'open data. Moi, je pensais notamment à des sujets de comment mieux évaluer, cartographier l'impact des open data. C'est-à-dire, bon, il y a l'open data, il y a les données mobilité qu'on connaît, mais en fait, il y a tout un tas de données en open data et il pourrait y avoir des choses à faire intéressantes sur ce thème-là. Sur les mobilités actives ou les véhicules légers, on est très actif hein, sur les véhicules, sur les vélis, hein, les véhicules intermédiaires légers. Euh, des idées parmi d'autres, mais qui ont déjà été évoquées avec certains d'entre vous, c'est un sujet type Startup Studio, c'est en fait mettre à disposition des ressources qui sont des ressources fameuses ou les ressources de partenaires pour soutenir des industriels ou des porteurs de projets. Alors là, je prends l'exemple de véhicules, mais ça pourrait être aussi sur d'autres thèmes. Euh, Soutenir des innovateurs dans des projets qui ont de l'impact, hein. Et donc là, il y a besoin à la fois de ressources financières, mais ça peut être aussi des compétences, enfin du mécénat de compétences, hein, du coup, pour créer par exemple un Startup Studio, c'est-à-dire voilà, un centre de ressources, mais vraiment actif, où il y a des contributions qui peuvent être techniques, des contributions qui peuvent être de coaching, d'accompagnement concrètes pour des innovateurs. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut s'envisager comme montage. Et bien sûr, des aspects plus exploratoires sur des sujets d'innovation. Et on a déjà fait des choses autour de la marche, mais on pourrait aller plus loin. Il y a encore beaucoup à faire. C'était plutôt un défrichage ce qu'on a fait l'année dernière. Et sur la sobriété, c'est la même chose. Alors des idées que parfois on est en train de réfléchir, en tout cas de manière active, hein, mais sur comment, par exemple, comment évaluer l'impact des projets de SERM. Vous, d'entre vous connaissez les SERM, hein, c'est ces projets de régionaux de ferroviaires, mais aussi multimodaux pour quelque part structurer l'ensemble des mobilités à une échelle régionale. Comment on en évalue l'impact à court, moyen, mais aussi long terme, avec tout un tas de dynamiques qui ne sont pas que dynamiques transport, c'est des dynamiques territoriales, économiques. Donc ça ouvre un champ à la fois d'études important, mais surtout sur un sujet comme celui-ci, ce qui rend l'intérêt d'approche ouverte et collaborative, c'est que c'est des sujets qui sont d'abord qui ont un impact territorial important, qui sont un objet de débat et de discussion sociétale, politique important, à enjeu. Et il y a un besoin que, par exemple, les outils, les méthodes aient aussi un certain degré d'ouverture, d'ouvrir la boîte. Oui, c'est un peu l'effet Parcoursup où les gens, tant que Parcoursup n'est pas ouvert ou qu'ils ne le comprennent pas, ils disent ça va pas. Mais on l'a eu sur le Grand Paris aussi. Euh, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites à l'époque pour évaluer l'impact du Grand Paris, est-ce qu'il faut faire tel ou tel morceau de ligne. Moi, j'ai travaillé par exemple sur le plateau de Saclay dans les années 2018, à une époque où il y a eu des retards sur la ligne 18 et surtout des discussions sur est-ce qu'il faut faire un métro, est-ce qu'on ne devrait pas se contenter d'une forme de tramway, et où différents acteurs, que ce soit régionaux ou nationaux, n'étaient pas d'accord parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la méthode et les outils et les indicateurs et qu'en fait il y avait un besoin finalement de travailler sur quelque chose, si ce n'est de consensus, qui au moins en tout cas soit suffisamment ouvert et pas opaque en termes de comment j'ai évalué que, je ne sais pas quoi, l'impact du projet serait celui-ci. Mais en fait, si tu me montres pas ta méthode, bah, moi je suis pas convaincu. Voilà. Et donc
les CERM, c'est un sujet nouveau, et ça ouvre tout un champ de coopération et d'approche collective autour du sujet pour créer de la confiance. Et puis, on pourrait aussi créer des fonds de soutien, alors, par exemple sur des initiatives de démobilité, mais ça peut être voilà, réunir des fonds, mais ça peut être aussi réunir des formes de compétences. Ça se rapproche du Startup Studio. Et là, la FAMUP joue un rôle un peu de fondation en un sens, mais notre particularité, c'est pas forcément d'être que sur un plan financier, ça peut être aussi être dans l'action. Donc le fonds de soutien, quelque part, il peut aussi apporter un soutien je veux dire, pratique au-delà du soutien financier. Il peut y avoir différentes formes. Et ça nécessite bien sûr d'en mobiliser les moyens nécessaires. Voilà un petit peu pour les exemples. Il nous reste une dizaine de minutes pour voilà, des réactions, des questions, peut-être des témoignages. Je sais que plusieurs d'entre vous, en fait, je vous ai cité indirectement en parlant de vos projets, en fait. Hein. Je pense que j'ai cité quasiment aucun projet fameux, mais c'était à dessein aujourd'hui. On a cité vraiment des exemples de projets ouverts, de communs qui sont existants, qui sont portés dans tout le vaste écosystème. Et ça illustre d'ailleurs le fait qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font et qui ont du potentiel. Et on vise à la fois à peut-être stimuler la création de nouveaux projets et de nouvelles initiatives, mais aussi à soutenir celles qui sont existantes et leur donner de l'ampleur. Donc, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à prendre la parole même directement. Et que ce soit voilà, pour un témoignage, des questions, des précisions, des idées même. Hein, j'ai mis quelques sujets avec Marguerite, mais encore une fois, c'était pas exhaustif. Il y a peut-être des idées intéressantes aussi à partager de votre côté. À vous la parole. Quand on est 23 statistiquement, normalement, j'ai une chance de trouver des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Est-ce que déjà ça vous a semblé clair peut-être? Est-ce que, au-delà des questions un peu spécifiques sur le CIR, on a aussi des documents plus spécifiques de toute façon, qui seront rendus publics, mais qu'on peut partager aux uns et aux autres sur décrire dans le détail comment ça se passe un montage, ce genre de choses, comment ça peut se passer. Ce que je vous propose pour animer un peu la discussion, je vous ai préparé un petit sondage. Je vais vous inviter à y répondre. Vous verrez, c'est facile sur Zoom. Je le lance. Voilà, si tout le monde voit le sondage, vous pouvez y répondre. Ça n'engage à rien, hein, c'est juste Ah, c'est choix unique pour par notre contre, d'accord, information. c'est pas multiple. Ok. Ah, oui. Ok. C'est pas grave. Non, mais je précise pour les gens avant qu'ils soient Oui. qui, qui- qui priorisent bien leurs réponses. Ça, oui, j'ai à faire des choix, de mettre le plus important. Peut-être pendant que les gens répondent, peut-être je vois la question de Pierre à laquelle on a répondu partiellement sur le sujet de priorisation, s'il n'y a pas d'objectif précis pour le mécène. Euh, c'est une discussion, je pense, qu'on doit avoir, alors aussi en fonction de la nature des contributions et des contributeurs, mais par exemple, dans l'exemple d'un bureau d'études techniques qui a un ou plusieurs consultants, et c'est pas forcément prédéterminé sur les 6 mois, 12 mois qui viennent, qui peuvent être contributeurs. Je pense qu'il y a à la fois une logique côté FAME, peut-être à concentrer des moyens sur certains projets, qui est couplée avec la logique du contributeur, qui peut-être n'a pas un commun spécifique en tête sur lequel il veut contribuer, mais par contre peut avoir des besoins en termes c'est plutôt tel type de compétences qu'on a envie de mobiliser et de mettre à disposition par rapport au profil des contributeurs. Et puis ça peut être aussi par rapport à la visibilité de certains projets ou la nature sur certains projets, par rapport à l'activité. C'est intéressant peut-être d'avoir des références sur tel type de sujet plutôt que d'autres en fonction de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est aussi de se croiser ça, d'avoir cette discussion ensemble. Il faut déterminer, nous on fournira un premier catalogue basé sur ce qu'on a présenté là, mais prochainement, et d'avoir une réflexion là-dessus, cas par cas. Quoi. Alors, la question de Bruno Armand, est-ce que cet outil, donc le mécénat, est ouvert pour les associations collectives qui souhaitent se développer également? Hum, hum. Oui, tout à fait. En fait, ça peut tout à fait. Là, c'est vrai qu'on a parlé de projets vraiment d'outils open source. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Ça peut tout à fait être. On peut flécher vers des projets du moment qui cochent les cases
mobilité durable et ouverture collaboratif, ça peut tout à fait aller à des projets associatifs, je dirais plus classiques, quoi. Un projet associatif qui, voilà, qui veut mener une action particulière, je sais pas moi, par exemple, je sais pas, de promotion de l'open data, transport, je sais pas, de former des gens autour de ça, ou, je prends un exemple, voilà, bon, comme ça. Et ben, on pourrait imaginer que si on mobilise des contributeurs à cette action-là pour le compte de l'association, sous forme de mécénat. Alors, parmi ceux peut-être qui ont répondu qu'ils avaient besoin de plus d'informations, on peut profiter des quelques minutes qui nous restent pour poser des Ouais, questions si vous le souhaitez, si vous souhaitez ouais, vous exprimer, hein, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. ouais. Est-ce que tu peux Euh, afficher le résultat, peut-être, ça peut intéresser les uns Ah les oui, vous autres les de voyez voir le pas, vous. résultat. Alors, c'est ça, moi, Oui. j'ai envie de Alors, savoir. ouais, alors voilà, je les montre. Ah, Voilà. magnifique. Ah, Donc c'est assez voilà. Donc, réparti. ça fait Financement d'un outil partie. déjà en interne. Donc là, on a beaucoup de contributeurs à des communs qui sont présents, a priori, même un tiers. C'est tous contributeurs à des communs, c'est dingue. Ah, c'est magnifique. On a peut-être un petit biais de sélection dans les gens qui en s'adressent à la femme, évidemment. Des thématiques émergentes aussi, il y a quand même pas mal de réponses. Donc non, c'est très bien. Alors, effectivement, les 17% qui ont besoin de plus d'informations, bah, ça peut être des questions que vous, bien sûr, à poser maintenant parce que comme on dit, hein, si vous avez la question, peut-être que d'autres l'ont aussi et n'osent pas. Mais sinon, ça peut être voilà, des questions plus spécifiques qu'on traite ensemble par rapport à un contexte spécifique. N'hésitez pas aussi. Ah, des Alors, la exemples, question demande à Eric. d'Eric, ouais. Vas-y, vas-y. Non, à ce stade, nous, on vient de commencer, hein, parce qu'on a eu la reconnaissance d'intérêt général en novembre 2024. Donc, nous, à notre titre, on n'en a pas encore. Est-ce que toi, Gisèle, tu connais des exemples en dehors de nous? Non, et pour la raison que tu as évoquée quand tu as introduit, hein, c'est que dans le cas des collectivités, il faut effectivement qu'elles soient soumises à des impôts, ce qui arrive plutôt sur des cas un petit peu particuliers. Alors, je suis dans une région où il y a des collectivités qui ont des remontées mécaniques, mais c'est pas le cas partout, donc voilà. Donc, voilà, faut regarder au cas par cas, en fonction de la situation même de la collectivité. Mais il y a cette idée que c'est possible si voilà, s'il y a des impôts de type IS ou équivalents qui sont payés. Et est-ce que des collectivités le font déjà? Bah, du coup, pas forcément sur la mobilité à notre connaissance. Mais l'idée, on est aussi en train de défricher. On a cette idée, hein, c'était pour ça qu'on a fait quelque part juste un webinaire, qu'on n'a pas juste fait une simple communication pour dire qu'on est ouvert au mécénat. C'est que notre leitmotiv, c'est-à-dire utilisons le mécénat pour faire levier sur des projets d'une manière quelque peu originale. On est clairement dans le cadre, bien sûr, du mécénat, mais la manière de l'appliquer, qu'elle soit un petit peu différente. Donc, voilà, si par exemple, ça permet à des collectivités d'avoir un nouveau levier à disposition, bah, c'est exactement ce qu'on cherche à créer. Donc, regardons ensemble. Il est 9h58, je sais pas si quelqu'un veut faire une conclusion. Euh, et Oui. effectivement, il y a cette idée, ce que dit Yolène, hein, ça donne envie d'ouvrir à des projets existants à du mécénat. Si on arrivait à faire ça, nous, on serait à la fois très heureux et je pense on a l'impression de jouer notre rôle. C'est que le but, c'est de permettre à des projets qui vivent leur vie aujourd'hui, qui sont ouverts ou pas totalement, ou d'une façon ou d'une autre, mais peut-être de leur permettre justement d'évoluer pour pouvoir bénéficier de nouveaux leviers en fait. Donc ça, faut pas hésiter à en parler. La liste même qu'on a présentée aujourd'hui est pas exhaustive et on compte pas s'arrêter là. Donc s'il y a des gens parmi vous, puisque vous êtes un tiers d'entre vous être contributeurs à des communs, donc s'il y a des communs qui sont pas là, mais vous dites mais c'est dommage qu'ils soient pas là, c'est juste parce que là on a fait une première liste, je vais dire vite fait, mais avec des premiers contacts. Mais notre but c'est dans les semaines qui viennent justement de préparer une liste consolidée et un peu plus précise aussi sur les actions et sur lesquelles on peut voilà inclure des nouveaux communs, des nouveaux projets quelle que soit leur nature, on en discute ensemble. Marguerite et moi, on aura plaisir à en discuter avec vous. Voilà, donc on va vous envoyer par mail la présentation. Vous trouverez également nos mails, donc le mien et celui de Gislain pour continuer à poser vos questions si vous le souhaitez. Ce webinaire est aussi enregistré. Nous allons le diffuser en accès libre, hein, comme tout ce qu'on fait. Donc n'hésitez pas à le diffuser autour de vous aussi si vous pensez qu'il y a de l'intérêt et à
à diffuser aussi nos communications qu'on va faire par les réseaux sociaux. Voilà, merci à tous. Merci d'être venus. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bonne Merci. journée. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Merci.